Bonjour et bienvenue dans cette édition d'Euronews Soir, une édition encore bousculée aujourd'hui par l'actualité liée au Brexit. C'est l'information de la soirée. La première ministre britannique Theresa May vient donc d'annoncer qu'elle était prête à démissionner si l'accord de divorce avec l'Union européenne était finalement adopté. Il y a le désir d'une nouvelle approche, d'un nouveau leadership, a expliqué la première ministre dans un communiqué. Ce coup de théâtre intervient alors que les négociations sur le Brexit sont bloquées au Parlement et que son départ était réclamé par de nombreux conservateurs pro-Brexit. Cette annonce intervient alors que le Parlement britannique devait se prononcer ce soir sur une série d'options alternatives. Parmi ces options, une sortie sans accord de l'Europe ou l'organisation d'un second référendum. Alors si les députés britanniques éprouvent le plus grand mal à se mettre d'accord face au Brexit, ce n'est apparemment pas le cas des députés européens. Ce matin en plénière à Strasbourg, les représentants des groupes pro-européens ont quasiment été unanimes pour inviter leurs homologues britanniques à se prononcer en faveur d'un second référendum. Le résumé des débats, Laura Cambo. Au centre des débats ce mercredi au Parlement européen de Strasbourg, l'article 50 du traité de Lisbonne qui établit la date butoir du Brexit. Si le Brexit est reporté au-delà du 12 avril, le Royaume-Uni devra organiser des élections européennes. Une option qui satisfait le président du Conseil européen. Il a demandé aux eurodéputés de considérer cette option. Vous ne pouvez pas trahir les 6 millions de personnes qui ont signé la pétition de révocation de l'article 50. Le million de personnes qui a défilé pour un vote populaire, ou la majorité croissante des gens qui veulent rester dans l'Union européenne. Ils peuvent avoir le sentiment de ne pas être suffisamment représentés par le Parlement britannique. Mais ils doivent avoir le sentiment d'être représentés par vous dans cette Assemblée, parce qu'ils sont européens. Une déclaration qui a provoqué la colère des députés britanniques pro-Brexit. D'après eux, un report du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne n'est pas envisageable. Vous voulez vraiment y revenir? Eh bien, allons-y. Le Brexit va se faire quoi qu'il arrive, Monsieur Tusk. Si vous pensez que les Britanniques ont changé d'avis sur le Brexit, vous vous trompez. Une majorité de députés européens a appelé les élus britanniques à prendre une décision claire pour sortir de l'impasse. Les représentants des principaux groupes politiques du Parlement européen ont même invité les députés du Royaume-Uni à organiser un second référendum sur le Brexit. En Algérie, c'est désormais le principal allié politique du président Bouteflika qui demande son départ. Hier, c'était l'armée qui avait demandé la démission du président. Le point sur cette crise politique sans précédent en Algérie, Olivier Peggy. Abdelaziz Bouteflika est affaibli, on le sait. Il est aussi de plus en plus isolé. Au pouvoir depuis 20 ans, le président algérien voit ses alliés le lâcher les uns après les autres. Au sein même de son parti, le FLN, la contestation couve. Des voix se font entendre pour demander au président de quitter son poste. On est bien loin de l'enthousiasme de début février quand les militants plébiscitaient la candidature de Bouteflika pour un 5e mandat. La coalition au pouvoir semble désormais se fissurer. Ce mardi, c'est le Rassemblement national démocratique qui a pris ses distances avec le camp présidentiel. Le leader de ce parti, Ahmed Ouyaya, était jusqu'à ces dernières semaines Premier ministre. Face au mouvement de contestation populaire, Bouteflika l'a limogé. Et puis il y a l'armée, puissant soutien du régime. Ce mardi, le chef d'état-major a créé la surprise en appelant Bouteflika à renoncer à son poste. Dans sa déclaration, le général Ahmed Gaïd Salah a plaidé pour le lancement de la procédure prévue par l'article 102 de la Constitution, un texte applicable quand le président, pour cause de maladies graves et durables, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions ou en cas de démission. Combien de temps Abdelaziz Bouteflika pourra-t-il tenir à son poste, étant de plus en plus isolé? S'il venait à quitter le pouvoir, est-ce que cela suffira à calmer la colère de la population? De très nombreux Algériens sont mobilisés depuis des semaines. Au départ, c'était contre la perspective d'un 5e mandat du président. Désormais, c'est contre tout le régime en place depuis des décennies. Le sauvetage massif des migrants en Méditerranée touche-t-il à sa fin? Faute de navires mis à la disposition par les États européens, l'opération militaire Sophia a en tout cas été suspendue jusqu'à nouvel ordre. Le nouveau gouvernement italien n'y est pas pour rien. Le récit à Bruxelles de Grégoire Laury.
l'Union européenne suspend ses interventions navales de secours aux migrants en Méditerranée. Officiellement, l'opération Sophia est toujours maintenue, mais sans les moyens nécessaires en mer. Lancée en 2015, cette mission européenne a pour objectif premier de démanteler les réseaux de trafiquants d'êtres humains et de former les gardes-côtes libyens. Mais les 2 navires déployés sont rappelés à quai, entraînant de fait la fin du dispositif. Sophia est une opération maritime sans les moyens navals. L'opération ne sera pas en mesure de mettre en œuvre son mandat. Selon les estimations, la mission Sophia a permis de sauver 45 000 personnes. Les États membres souhaitent toutefois prolonger à partir du 1er avril cette opération pour 6 mois supplémentaires. Seules la formation et la surveillance aérienne sont maintenues. Pour les ONG, cette suspension est inacceptable. Elle rappelle que l'année dernière, plus de 2000 demandeurs d'asile ont perdu la vie en tentant de traverser la Méditerranée. Ils font face à 2 options. L'une est que personne ne viendra leur porter secours puisqu'il n'y a plus de navires en mesure de leur venir en aide. L'autre option est qu'ils soient interceptés par les gardes-côtes libyens et renvoyés vers la Libye et placés dans des centres de détention où des documents attestent de nombreux cas de torture, de meurtre, de violences sexuelles et d'exploitation de toutes sortes. Les ONG n'ont plus le droit de porter secours aux migrants en Méditerranée et sans les moyens navals de l'opération Sophia, la traversée s'annonce encore plus dangereuse. Allez, on reste en Italie où un jeune migrant et son camarade d'origine marocaine vont finalement devenir italiens à part entière après avoir sauvé la vie d'une 50aine de jeunes dans un bus scolaire la semaine dernière. Laura Berlioz nous en dit plus. Voici 5 des 51 élèves pris en otage dans un bus près de Milan la semaine dernière. Parmi eux, 2 enfants ont eu un comportement héroïque mais n'ont pas la citoyenneté italienne. Plusieurs voix se sont donc élevées pour qu'ils puissent l'obtenir. Matteo Salvini a créé la surprise en annonçant que tous les enfants non italiens présents dans le bus pourraient l'obtenir, mais pas question de toucher à la loi. S'il y a des enfants qui ne le sont pas, nous avons étudié le moyen de les faire devenir citoyens italiens sans modifier les règles italiennes. Le droit de la nationalité italienne fonctionne très bien tel qu'il est actuellement. Il n'y a donc pas de débat. Les enfants des 2 parents immigrants ne peuvent prétendre à la citoyenneté avant 18 ans car le droit du sol n'existe pas. Le jeune Rami a réussi à téléphoner pour prévenir les secours et à éviter le pire. Faute d'ajustement dans le droit du sol, ce fils d'Égyptien obtiendra la nationalité par ce que l'on appelle des mérites particuliers. En Ukraine se tiendra ce dimanche le premier tour de l'élection présidentielle, 5 ans après l'annexion de la Crimée par la Russie. Des Ukrainiens très sceptiques quant à la sincérité de ce scrutin. Selon les derniers sondages, c'est un célèbre humoriste qui devrait terminer en tête de ce premier tour. 5 ans après l'annexion de la Crimée par Moscou et le déclenchement d'un conflit meurtrier avec des séparatistes pro-russes, les citoyens ukrainiens se rendent aux urnes. Ce dimanche, ils vont élire leur nouveau président pour un mandat de 5 ans. En tête des sondages, Volodymyr Zelensky, surnommé le Trump ukrainien. Pour cause, ce candidat est humoriste et joue le rôle du président de l'Ukraine dans une série télévisée à succès. En seconde position dans les sondages, Petro Poroshenko, l'actuel président qui se présente pour un second mandat. Beaucoup lui reprochent d'avoir échoué à s'attaquer à la corruption et à la pauvreté. La corruption, c'est justement ce que veut combattre un autre candidat populaire, Anatoly Gritsenko. Enfin, dernier candidat crédible, l'ancienne première ministre Yulia Tymoshenko. Une élection dont l'issue est incertaine. À seulement quelques jours du premier tour, 25% des électeurs n'ont pas encore choisi pour qui ils voteront. Des électeurs qui sont aussi très sceptiques. Plus de 85% des Ukrainiens pensent que cette élection présidentielle sera truquée. Aux États-Unis, la rougeole est revenue en force cette année dans plusieurs États. Face à la résistance de la maladie au vaccin, certains comtés ont pris des mesures radicales. Laure Cambeau. La rougeole de retour dans plusieurs régions américaines. Face à l'épidémie, le comté de Rockland, situé au nord de New York, a pris une mesure radicale. Il a décidé de bannir des lieux publics tout mineur non vacciné contre la maladie. Les autorités américaines déplorent la résistance croissante au vaccin et veulent agir.
C'est la plus longue épidémie de rougeole aux États-Unis depuis l'éradication de la maladie en 2000. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin à cette épidémie et protéger ceux qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales, les enfants trop jeunes pour être vaccinés et tous ceux qui sont vulnérables. Dans le reste du monde, ce sont l'Ukraine, les Philippines et le Brésil qui sont les plus touchés par la rougeole. En Ukraine, plus de 30 000 cas se sont déclarés rien qu'en 2018. Cette même année, la France a enregistré plus de 2000 cas, dont 3 mortels. Une épidémie qui semble se calmer en 2019. Depuis le début de l'année, 400 cas de rougeole ont été déclarés. C'est près de 3 fois moins que l'année dernière sur la même période. Cette année, dans l'Hexagone, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus touchée. Et avant de refermer cette édition, direction Paris, l'artiste français JR réinvestit le célèbre musée du Louvre pour un nouveau coup d'éclat culturel. Stéphane Amalian a tâché d'en savoir plus, même si le secret a été bien gardé. L'artiste JR est de retour au Louvre pour dévoiler les secrets de la Grande Pyramide. Un trompe-l'œil grandeur nature qui sera prêt vendredi. Plusieurs jours de collage sont nécessaires. 400 volontaires sont venus prêter main forte à l'artiste qui garde le secret sur le résultat final. C'est la deuxième fois qu'il s'attaque à la structure. On va créer une image où cette fois-ci, au lieu de faire disparaître la pyramide, on va la faire apparaître. Alors comment faire apparaître une pyramide qui est déjà là? C'est la question. Seule information, l'illusion d'optique devrait faire surgir la pyramide du sol, soutenue par ses fondations de manière spectaculaire, comme au milieu d'un gouffre. Une animation pour célébrer les 30 ans de la structure créée par l'architecte Yo Ming-pei. À l'époque, la pyramide était un objet controversé. Elle est aujourd'hui applaudie comme un succès et attire les visiteurs du monde entier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. L'information continue sur Euronews et euronews.fr. Très belle soirée à vous.